Je crois que mon année 2024 a plus été marquée par le cinéma que par n'importe quoi d'autre. C'était pas forcément intentionnel, mais les faits sont là. J'ai plus regardé de films que je n'ai lu de livres, c'est comme ça. Et c'est évidemment la raison qui m'a poussé à changer légèrement la direction de cette chaîne. J'ai envie de parler de choses que je découvre, plus seulement des choses que je lis. Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui c'est la deuxième partie de cette série, dédiée à la rétrospective de mon année 2024, et elle est dédiée au cinéma. Ok, commençons par ce qui est la saga qui m'a étonnamment mis une bonne claque alors que je m'attendais pas à grand chose. L'image que je me faisais de la saga John Wick, c'était celle de films ultra bourrins pas forcément réfléchis, et même si c'est pas le pinacle du cinéma, j'aime ce genre de film. C'est un peu mes films de confort, et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette quadrilogie. Mais la saga John Wick a réussi à me donner tort. Même si effectivement c'est une série de films qui met l'accent sur le combat, sous n'importe laquelle de ses formes, elle a le don de le faire de la bonne façon, en essayant de se réinventer un minimum à chaque fois. Les chorégraphies, les mises en scène, et surtout le travail des réalisateurs et de Keanu Reeves font que chaque film John Wick est un spectacle qu'il est difficile d'oublier. Même si je trouve que le troisième opus appuie un peu trop sur la corde de l'humour, avec des scènes volontairement exagérées et des personnages un peu plus excentriques que dans les autres, il est largement rattrapé par le film qui suit. John Wick 4 est l'apogée de la quadrilogie, autant au niveau de l'histoire que des moyens qui ont été déployés. Les scènes d'action ont été travaillées pour un résultat qui pourrait mettre ce film dans la catégorie des futurs classiques du cinéma d'action. On pourrait dire que j'exagère, mais toute la séquence à Paris est quasiment une scène d'action de 50 minutes, sans vrai temps mort, avec des angles différents, des mises en scène différentes et dans des endroits iconiques de la capitale, comme l'Arc de Triomphe ou le Sacré-Cœur. Je conseille la saga John Wick à n'importe qui a envie de s'intéresser au cinéma d'action. Parce que même si c'est un genre qui a la réputation de n'être pas très réfléchi, ces films-là peuvent faire preuve d'une vraie réflexion pour montrer quelque chose d'inédit. J'ai appris il y a pas longtemps qu'une série animée était en préparation, qui serait un préquel des films John Wick. C'est donc pas impossible que je reparle du Baba Yaga un jour sur cette chaîne. Une autre saga que j'ai découverte en cette année 2024, et avec pas loin de 50 ans de retard, c'est Alien. J'aime beaucoup la science-fiction en général, mais j'ai jamais vraiment été voir ce qui se faisait au niveau de la SF horrifique, alors autant commencer par une des références du genre. Alien 1 raconte l'histoire d'un équipage qui va rencontrer une espèce extraterrestre, qui va progressivement les éliminer un par un. Le premier film est excellent et les moments de tension fonctionnent encore plus de 40 ans après sa sortie. Les suites sont bonnes également, il n'y en a aucun que j'ai vraiment détesté non plus, même le 4 de Jeunet a ses qualités, en dépit de ce que les détracteurs peuvent en dire. Les réalisateurs se sont succédés au fil des films, et chacun y a apporté sa patte et sa contribution à la mythologie de l'alien. James Cameron apporte la façon des aliens de se reproduire, avec la reine alien. David Fincher apporte la capacité de l'alien à s'adapter en fonction de son hôte. Dans le troisième volet, le xénomorphe est quadrupède, parce qu'il est né dans un chien et pas dans un humain. Et dans le quatrième, Jeunet décide de créer une nouvelle espèce d'alien qui ne se reproduit pas dans un humain, mais qui est carrément à moitié humain. C'est une abomination, mais je dois avouer que j'ai trouvé ça un peu drôle. Je vais évoquer très vite fait le cas des Aliens vs Predator, juste pour dire que le deuxième opus est honnêtement un des pires films que j'ai vu de ma vie, et je n'exagère pas. La série des préquels de Ridley Scott était... ok. Personnellement je suis pas vraiment fan, mais ce serait exagéré de dire que c'est des daubes. J'ai pas aimé la décision de Scott de raconter une histoire comme celle-ci, mais d'un autre côté j'ai beaucoup apprécié la prestation de Michael Fassbender. Bref, pour moi c'est des préquels un peu en demi-teinte. Et comme j'ai rattrapé mon retard sur la saga, j'en ai profité pour voir Alien Romulus au cinéma. J'ai trouvé le film assez bon, mais qui appuie peut-être trop les clins d'œil aux autres films. Entre les répliques cultes des films précédents qui sont répétées, ou le déroulé du film lui-même qui ressemble un peu trop au quatrième selon moi. Mais certaines mécaniques du xénomorphe sont exploitées pour donner des scènes qu'on n'avait jamais vues jusque-là. Je pense par exemple à la scène où ils doivent traverser une salle du vaisseau pleine de facehuggers sans faire le moindre bruit. Alien Romulus est un ajout sympa à tout l'univers alien, pas forcément nécessaire, mais appréciable tout du moins. Une dernière chose avant de passer à la suite, j'ai découvert la rétrospective Alien de Guillaume Cassard après avoir vu les films. C'est des vidéos très complètes et je vous les conseille 1000 fois si vous aimez la saga. La dernière grosse saga que j'ai découverte en cette année 2024 est la saga X-Men. J'ai vu la première trilogie, les films Wolverine, Days of Future Past, X-Men Apocalypse et j'ai terminé par Logan. Le dernier film de Hugh Jackman en Wolverine avant Deadpool 3. La première trilogie est encore une bonne surprise quand on la regarde aujourd'hui. La plupart des acteurs sont bons, l'histoire est intéressante, mais malheureusement elle se termine assez mal avec un dernier acte que j'ai trouvé franchement bâclé. Mais ces films restent une bonne base qui présente assez bien l'univers des X-Men, en plus de très bien illustrer le sous-texte de la différence de manière très efficace. Dans le deuxième film, une mère demande à son fils s'il pouvait ne pas être un mutant, et dans le troisième, une entreprise propose carrément un remède à la mutation. C'est à peine subtil, mais c'est efficace. Et heureusement, beaucoup des prochains films relèvent le niveau. Et non, je ne parle pas de X-Men Origins Wolverine. Wolverine le combat de l'immortel est un film qui rattrape bien le premier film solo du héros. Le voir combattre au Japon apporte un cadre intéressant, comme pendant le combat sur le train par exemple. Le film apporte quelques bonnes idées et sa suite directe est largement à la hauteur. X-Men Days of Future Past est à mon sens le meilleur film X-Men.
Dans une dystopie où les mutants, mais pas que, sont chassés par des robots conçus pour les exterminer, le seul espoir de sauver le monde est d'envoyer Wolverine dans le passé afin d'empêcher qu'un certain événement se produise. Événement qui causera la création de ces fameux robots. Ce film est sûrement mon préféré de la saga X-Men. La mécanique du voyage dans le temps est assez clairement expliquée et assez bien exploitée. Les films X-Men suivants vont essayer d'être aussi bons, mais sans y parvenir selon moi. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas parler de Logan, la conclusion de l'histoire du mutant le plus populaire. Le départ de Wolverine se fait dans un road trip avec lui, le professeur Charles Xavier et X-23, une petite fille qui possède les mêmes pouvoirs que Logan. On peut trouver que le côté sanglant du film fait un peu too much, mais personnellement j'ai trouvé que c'était cohérent quand on connaît les capacités de Wolverine et son caractère. Il oscille toujours entre une volonté de bien faire et son instabilité mentale. Aujourd'hui encore, je peux dire que c'est un des meilleurs films de super-héros qui existent. Pas de spectacle extravagant, juste une aventure d'un homme aux capacités hors normes qui s'approche doucement de la fin de sa très longue existence. Bref, la saga des films X-Men a été une très bonne découverte, encore aujourd'hui. Dans la longue série des classiques que je me devais de rattraper, j'ai visionné pour la première fois un classique de la science-fiction et de la dystopie. Quand je vois le nombre de films, de séries, de mangas et de jeux vidéo que ce film a inspiré, ça me paraissait impossible de passer à côté dans un parcours d'initiation au cinéma. Blade Runner tourne autour de la chasse entre Rick Deckard, un ancien policier, et des réplicants, des robots à l'apparence humaine qu'il doit identifier et éliminer. Les réplicants sont considérés sur Terre comme des dangers pour la société, mais le film va progressivement instaurer un doute autour de ça. Le scénario, la mise en scène et les dialogues entre les personnages vont brouiller les frontières entre qui sont les gentils et qui sont les méchants, mais aussi entre vie organique et vie synthétique. Je rentrerai pas dans les détails, déjà parce que je suppose que plein de vidéastes seraient capables de le faire bien mieux que moi, mais aussi parce que tout n'est pas explicite dans le film, et c'est pour ça que je le trouve excellent. On oublie parfois que le but du cinéma est de nous raconter une histoire et de poser des thématiques par d'autres moyens que la parole. On ne nous dit pas les choses, on nous les montre, et par-dessus tout, on continue à réfléchir après avoir vu le film. Je comprends pourquoi maintenant Blade Runner est un classique, non seulement de la science-fiction, mais aussi du cinéma tout court. Si jamais vous voulez comme moi explorer un autre aspect du cinéma un peu plus profond, vous pouvez commencer par ce film sans problème. Parmi certains films qui me faisaient de l'œil, j'ai décidé de regarder un film un peu différent du précédent. J'estime que le film dont je vais vous parler est aussi un classique du cinéma, mais pas pour les mêmes raisons que Blade Runner. Celui-ci est plus axé sur la beauté des personnages que sur la façon de les montrer. Goodbye Lenin raconte l'histoire d'un homme qui va cacher à sa mère que les deux moitiés de l'Allemagne se sont réunies pendant son coma. Il va pour ça recréer certains aspects de Berlin pendant la guerre froide, puis va progressivement inventer une histoire pour qu'elle ne se doute de rien. Au fur et à mesure du film, il créera la version fantasmée qu'il a de son pays. Goodbye Lenin, c'est un film très touchant, autour d'un homme qui s'embourbe dans ses mensonges, mais qui au final est très attachant parce qu'il ment avec de bonnes intentions. Ça ne justifie pas ses actes, mais on voit très bien qu'il n'est pas mauvais au fil du film. Tout le film tourne d'ailleurs autour de cette notion de tromperie. Au final, tous les personnages ont menti au moins une fois à leur entourage, que ce soit pour eux ou pour protéger leurs proches. Ils ne sont pas mauvais pour autant, juste extrêmement humains dans le fond. La conclusion du film est un moment très émouvant, je vous conseille ce film ne serait-ce que pour ce moment. Parfois, on n'est pas spécifiquement attiré par ce qu'une œuvre raconte, mais par toute l'esthétique qu'il y a autour. Une ambiance un peu particulière, ou dans le film dont j'ai envie de parler, une musique. Il existe de ces films qui sont mis en avant par leur musique, et si je vous dis Kavinsky, ça vous parlera peut-être. La chanson Night Call a connu son heure de gloire grâce à sa place dans un certain film, qui s'en sert comme introduction, Drive. Le film est un thriller assez classique dans sa forme, autour d'un conducteur mystérieux qui trempe dans des affaires louches. Mais la prestation de chacun des acteurs, Ryan Gosling en tête, et sa narration qui bascule lentement vers une histoire plus sombre font que ce film sort vraiment du lot. L'ambiance de Drive est assez unique, même dans sa catégorie. Le personnage du conducteur, froid et imperturbable, porte l'histoire, mais met surtout davantage l'accent sur les protagonistes que sur l'action elle-même, ce à quoi on pourrait s'attendre dans un film comme celui-là. Et ce côté atypique, il est sûrement provoqué par son mélange d'influences de tous les horizons. Le film noir, son esthétique qui n'est pas celle qu'on attend de la plupart des films d'Hollywood, le tout avec une nuance de gore. Il y a quand même des scènes assez graphiques, je me dois de vous prévenir si vous ne connaissez rien du film. Bref, Drive a été une très bonne expérience, et si vous avez aimé les scènes d'action à base de course-poursuite en voiture, je peux aussi vous conseiller Baby Driver, qui part sur les mêmes bases que Drive. Ok, je vous propose de terminer cette vidéo en parlant de films d'animation. Commençons par Mars Express, un film de SF où une détective privée et son compagnon robot enquêtent sur un meurtre qui aurait été commis par un androïde, alors qu'ils sont programmés pour ne s'en prendre à personne. Au fur et à mesure de leur enquête, ils ont progressivement réalisé que les raisons derrière ces meurtres dépassent complètement l'entendement. Le film est une preuve, s'il en fallait encore une, que l'animation française est capable de mettre une vitesse au style d'animation étranger. J'ai pas envie d'asseoir la suprématie de quoi que ce soit, mais j'aime vraiment ce qu'on est capable de faire. On n'a rien à envier aux productions japonaises ou américaines. L'histoire est solide et elle est portée par une animation fluide, tout se suit naturellement, mais si je dois donner un gros défaut au film, c'est son doublage. Plusieurs mois après avoir vu le film, je ne comprends toujours pas pourquoi c'est ce casting-là qui a été choisi quand je vois le résultat final.
Le doubleur du personnage de Carlos sort un peu du lot, mais le résultat global aurait vraiment pu être meilleur. J'ai mentionné le nom de Blade Runner, mais ce film et celui dont je parle maintenant sont les piliers d'un genre bien connu aujourd'hui, le cyberpunk. C'est un sous-genre de la science-fiction où la technologie a pleinement un rôle à jouer dans la société. Et ce rôle peut prendre plusieurs formes. Parfois les synthétiques sont perçus comme une menace, ou ont carrément pris le contrôle du monde. Et parfois les humains ont fusionné avec les machines, sous la forme de prothèses ou d'implants neuronaux. Avec Ghost in the Shell, on est plus dans le deuxième cas. C'est l'histoire d'une traque entre des policiers et un mystérieux hacker qui se fait connaître sous le nom de Puppet Master, qui se sert de ses talents pour contrôler les gens. Il arrive à accéder à leur ghost, leur esprit qui est apparemment relié à des implants, pour en faire ce qu'il veut. Plus le film avance, plus on va se rendre compte que l'antagoniste qui est poursuivi n'est pas exactement ce qu'on croit. Et je ne dirai rien de plus parce que je veux que vous regardiez ce film. Ghost in the Shell est un incontournable de la science-fiction, et c'est un film, et une série de mangas aussi, qui explore au maximum ce qu'il est possible de faire dans ce genre. La frontière entre ce qui est conscient et ce qui ne l'est pas, les dérives de la technologie, alors on est dans du cyberpunk donc c'est normal. Bref, foncez voir Ghost in the Shell, c'est un film qui va vous scotcher si vous ne le connaissez pas. Comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ai parcouru pas mal de classiques, dans un peu tous les genres. Et très récemment, j'ai commencé à explorer le travail d'un réalisateur et mangaka japonais assez connu, Satoshi Kon. Et le premier que j'ai visionné s'appelle Tokyo Godfathers, qui raconte l'histoire de 3 SDF qui découvriront un bébé au milieu des ordures. Ils se mettront en quête de trouver d'où il vient, et pour ça ils devront faire face à leur passé, ainsi qu'aux conséquences de certains de leurs actes. Tokyo Godfathers, c'est un très beau film, qui marque bien le fossé entre les sans-abri et le reste de la société japonaise, mais qui n'empêche pas les protagonistes d'avancer. C'est un film très touchant parce que nos héros sont des personnages qui sont brisés, souvent à cause de leurs actes passés. Leur péripétie les aide à marcher un peu plus sur le chemin de la rédemption, et à se réconcilier avec ce qu'ils sont vraiment. Mais dans la partie de l'œuvre de Satoshi Kon, Tokyo Godfathers n'est pas le meilleur film que j'ai pu voir. Dans sa filmographie, il existe un film dont on ne parle pas assez, mais dont je pense qu'il sera déjà mon préféré, dans tout ce qu'il a pu faire. Il existe de ces films dont on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre au début du visionnage, mais qui nous clouent au sol pendant, et qui nous laissent dans un état entre la catatonie et l'euphorie une fois terminé. Le film dont je vais vous parler aujourd'hui fait évidemment partie de cela, et avant toute chose je pense sincèrement que c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu, mais aussi que je ne verrai jamais. Paprika est donc un film réalisé par Satoshi Kon, et raconte l'histoire de scientifiques qui ont développé un appareil permettant de visualiser et de naviguer à l'intérieur des rêves. Mais cette invention va leur échapper et ils vont essayer d'arrêter le responsable, qui provoque des coups de folie à travers la ville à cause de cet appareil. Bon, mine de rien, le synopsis a été un peu compliqué à écrire, mais si jamais l'histoire du monde des rêves vous fait penser à Inception, la raison est très simple, Paprika, c'est le film qui a inspiré Inception. Il est un des films qui a le plus influencé Christopher Nolan. Paprika, très simplement, c'est Inception en mieux. Le film arrive à parfaitement exploiter la notion des rêves et à créer une ambiguïté entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Les mises en scène sont encore plus excentriques que dans Inception, et j'ai tendance à croire que c'est parce que c'est un film d'animation. Le fait de pouvoir créer à partir de rien, sans les contraintes d'un décor réel, ou des moyens techniques des films live des années 2000, permet davantage de choses. Je rentrerai pas dans les détails, parce que s'il doit y avoir un film dans toute cette vidéo que je veux que vous voyez, c'est Paprika. Il est la preuve que l'imagination n'a aucune limite, et qu'un seul film est capable de vous transpercer le cerveau de part en part. J'ai pas encore fini la filmographie de Satoshi Kon, mais c'est ce film qui m'a convaincu d'explorer tout le reste. Je sais maintenant pourquoi il a influencé autant de gens à son époque, et pour conclure sur une note personnelle, j'adore le générique de Paprika. Je pense que je pourrais l'écouter en boucle, alors que je crois que j'ai jamais écouté de Vocaloid de toute ma vie. Comme j'ai pu le dire en intro, mon année 2024 a été marquée davantage par le 7ème art que par autre chose. Je pense que je continuerai sur cette lancée l'année prochaine, mais que je laisserai peut-être un peu plus de place aux animés, que j'ai pas mal délaissés. Il n'empêche que le cinéma est un monde qui m'intéresse de plus en plus au fil du temps. Je vais continuer à creuser dans les licences populaires comme un peu plus dans les films qui ont marqué le cinéma. Et j'espère que ça vous intéressera si je décide d'en parler un jour. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette partie 2, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez visionner la partie 1 depuis le lien en description, vous abonner si c'est pas fait, et je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 3 sur les animés.